Puisque vous aviez prédit l'attaque contre l'Iran, pensez-vous qu'il y aura une autre attaque en 2026? Il semble que les Israéliens insistent fortement sur cette idée auprès de Trump. Écoute, Trump va continuer ses attaques partout, d'accord? Alors attends-toi à des frappes terrestres contre les cartels au Mexique. Attends-toi à des frappes terrestres en Colombie. Une énorme flotte américaine est rassemblée dans les Caraïbes. Elle ne va pas disparaître. Elle va encore, tu sais, attaquer des bateaux de pêche. Elle va continuer à faire ce qu'elle fait. Donc la présence militaire américaine dans les Caraïbes ne va faire qu'augmenter. Parce que ce que Trump veut, c'est prendre le contrôle de tout le sous-ensemble mondial. Et puis en avril, quand il ira en Chine, il aura un moyen de pression sur la Chine. Tout converge vers le mois d'avril, moment où Trump veut s'asseoir avec la Chine pour négocier un grand accord. Un exemple serait quelque chose comme « D'accord, tu sais quoi, tu es le subordonné de l'Empire, Chine. Voici ce qui va se passer. Nous contrôlons le Venezuela. Mais nous t'autoriserons à aller au Venezuela pour construire l'infrastructure pétrolière afin que tu puisses l'extraire et nous l'acheter en dollars américains. » C'est littéralement ce que Trump a prévu pour avril. Maintenant, comment les Chinois vont-ils réagir à cela? C'est la vraie question. Et la manière dont la Chine répondra déterminera les 5 prochaines années. Je suis basé en Chine, je connais très bien la Chine, et je peux vous dire qu'il y a actuellement beaucoup de débats à l'intérieur du pays. Il existe de nombreuses factions différentes qui proposent des stratégies variées. Certaines seraient pro-russes, disent, écoutez, non découer, elle a la Russie l'amasi. Mais il y a aussi des factions similaires qui se disent, vous savez quoi, nous ne devrions pas devenir trop dépendants de la Russie. Si nous obtenons 100% de notre approvisionnement en pétrole de la Russie, cela va poser un problème. Donc peut-être qu'il vaut mieux obtenir 50% de l'Amérique et 50% de la Russie. Il existe donc tout un éventail d'opinions. Ce que la Chine décidera en avril dépendra de la manière dont ces différentes factions se regrouperont. Ils devront également examiner l'environnement géopolitique et il y a aussi des préoccupations internes. Je ne pourrais donc pas vous dire maintenant ce qui se passera en avril, mais à mon avis, si je devais parier, je dirais que la Chine et les États-Unis parviendront à un grand compromis. Cependant, ce grand compromis ne modifiera pas réellement le paysage géopolitique, ce qui signifie que l'Empire s'effondrera toujours et que des guerres continueront de faire rage dans le monde. Oui, eh bien, je pense que les 3 principales règles de la sécurité énergétique sont diversifier, diversifier, diversifier. Donc, c'est probablement une bonne décision pour la Chine de ne pas devenir excessivement dépendante de la Russie. Oui, principal partenaire, d'accord. Mais aucun pays ne voudrait se retrouver dans une situation où tous ses œufs sont dans le même panier. Mais revenons à l'Iran, parce que je pense que tu as raison. Il y a beaucoup de pays qui pourraient être les prochains. La Colombie, Cuba, le Mexique, le Panama, et bien le Danemark qui prend de facto le Groenland. Pourrait-on revenir à Gaza, au Liban? Il pourrait perdre la Syrie, y retourner. La Russie, intensifier la Russie. La Chine, bien sûr. Le Nigeria, peut-être qu'ils n'ont pas fini de bombarder là-bas. Il semble donc y avoir beaucoup de pays sur la liste de guerre de Trump. Mais concernant l'Iran, selon toi, quelle est la probabilité qu'il y ait une reprise? Parce que la dernière fois, cela ne s'est évidemment pas passé aussi bien qu'il l'espérait. Donc je pense que Trump a été élu. Les Israéliens ont aidé à l'élire. Car souvenez-vous, Myriam Adelson a donné 100 millions de dollars à Trump. Oui, et une grande partie de cela venait du fait que Trump avait accepté de résoudre la question iranienne. Nous l'avons vu en juin lors de l'opération Maynard Hammer. Mais vous savez, Trump est transactionnel, donc il va envahir l'Iran à un moment donné, mais il veut en tirer un bénéfice personnel maximal.
Cela signifie qu'il cherche à obtenir le plus possible des Israéliens. Ce qui s'est passé, c'est qu'Elon Musk a promis à Trump 200 millions de dollars pour les élections de mi-mandat en novembre. Myriam Adelson a promis 250 millions de dollars à Trump s'il se présentait pour un troisième mandat. Donc, Trump essaie simplement de maximiser autant d'avantages que possible avant d'appuyer sur la gâchette et d'ordonner une attaque américaine contre l'Iran. Mais toutes les graines sont déjà semées, n'est-ce pas? Parce qu'on voit toutes ces manifestations en Iran. On ne peut jamais savoir avec certitude l'ampleur de ces protestations. Mais on sait que, écoute, il y a des agents du Mossad sur place, des forces spéciales américaines également, et beaucoup d'argent est dépensé pour soudoyer des réseaux criminels, des minorités, des dissidents, afin de provoquer autant de chaos que possible en Iran. Et pour être tout à fait honnête, l'Iran lui-même fait face à de nombreux problèmes économiques à cause de l'embargo américain. Donc l'Iran est en grande difficulté en 2026. Mais savoir si Trump appuiera sur la gâchette en 2026, je ne peux pas vous le dire. Il est possible qu'il lance d'autres frappes. Mais la vraie question est de savoir si Trump lancera une invasion terrestre de l'Iran. Parce que Israël veut un changement de régime en Iran, et le seul moyen d'y parvenir, c'est avec des troupes au sol. Les frappes aériennes ne suffiront pas, et Israël ne peut pas le faire seul. Il a donc besoin que les États-Unis envoient des troupes au sol. Je pense qu'en 2026, nous verrons une accélération des événements, mais peut-être qu'en 2027, nous atteindrons le point culminant. Mais avec cette grande rivalité de puissance, avec les Chinois, les Russes, qui cherchent à réaffirmer leur domination sur l'hémisphère occidental en pleine crise économique, il semble vraiment que lancer une invasion terrestre de l'Iran serait une surextension. Ce ne sera pas l'Irak. C'est une situation tout à fait différente. Je veux dire, l'Iran, c'est un territoire immense, une population bien plus nombreuse, une puissance militaire bien supérieure. Une step toward disaster. Désolé, les faits n'ont aucune importance pour Trump. Ils en ont jamais eu. Pendant longtemps, on a essayé de lui donner des séances d'information, des briefings quotidiens où il recevait des mises à jour sur la géopolitique. Au début, c'était une page, puis se sont rendus compte qu'ils n'avaient même pas la capacité d'attention nécessaire pour ça. Alors ils ont réduit à un paragraphe, et là ils ont compris, mon Dieu, il ne peut même pas lire un paragraphe. Ils ont donc fini par comprendre que ce type regarde la télévision en permanence. Si vous voulez capter l'attention de Trump, si vous voulez qu'il prenne conscience de certains aspects de la politique étrangère, il faut aller sur Fox News et lui dire là-bas. Donc, le cerveau de ce type est comme un téléviseur. Il ne reconnaît pas les règles fondamentales de la géopolitique. Il ne comprend pas ce que signifie être surmené, ni ce que cela veut dire d'avoir suffisamment de ressources pour mener des guerres. Tout ce qu'il voit, ce sont les apparences, n'est-ce pas? Alors il pense que ce qui s'est passé au Venezuela a été un immense succès. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose au Mexique? Pourquoi ne pas faire la même chose à Cuba? Et pourquoi pas en Iran? Pour Trump, tout tourne autour de l'image, du visuel. Il imagine ses opérateurs de téléforce volant vers Téhéran et faisant exploser des choses. C'est ainsi que fonctionne son esprit. On parle beaucoup du fait que les États-Unis surexploitent leur puissance militaire, mais je pense qu'ils épuisent aussi leur capital diplomatique. Trump ne s'exprime que dans ce langage du « Oh, c'est mon cher ami, nous sommes les meilleurs amis » pour jouer le bon flic, ou du « Je vais te détruire » qui est son mauvais flic. C'est toujours l'un ou l'autre, et il a tendance à passer de l'un à l'autre tellement souvent que, d'après ce que j'entends des Russes, ils ne le prennent plus au sérieux.
Rien de ce qu'il dit ne dure plus d'une semaine, car il change encore. Je veux dire, un moment, c'est « Oh Vladimir, mon bon ami », et le suivant, c'est « Nous allons détruire leur économie et tuer encore quelques Russes ». Il n'y a tout simplement aucune cohérence. C'était aussi mon point avec les Chinois. Soit on construit la confiance dans l'infrastructure économique américaine, soit on essaye de contraindre quelque chose, mais on ne peut pas faire les deux. Eh bien, je pense qu'il est cohérent. C'est un parrain de la mafia. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas vraiment à son sujet. Vous savez, ce n'est pas le président des États-Unis, c'est le parrain de la mafia. Et une fois qu'on a compris cela, il est facile à gérer. Il suffit de ne pas lui faire confiance. Ne croyez rien de ce qu'il dit. Il fera ce qui sert son propre intérêt personnel, pas nécessairement l'intérêt des États-Unis, mais le sien. Il fera tout ce qu'il fait paraître sous un bon jour. Ce raid contre Maduro a été contre-productif pour les États-Unis. Cela a vraiment nui à la position de l'Amérique dans le monde. Cela a donné l'image d'une entreprise criminelle, mais il s'en moque, car cela l'a fait bien paraître à la télévision. As-tu des réflexions finales sur 2026 avant que nous terminions? Oui, donc je dirais que cet événement, en avril, lorsque Trump se rendra en Chine, Trump doit régler beaucoup de choses d'ici là. Ce que nous voyons en Amérique du Sud, c'est les États-Unis qui établissent une hégémonie militaire dans toute la région, et nous verrons une intensification de cela au cours des prochains mois, en particulier en ce qui concerne la Colombie et le Mexique, peut-être aussi le Brésil, où Trump pourrait se disputer avec Lula pour une raison quelconque. Trump aime ça, cela montre qu'il est le patron. Nous pouvons également nous attendre à davantage de conflits en Afrique, car dans sa stratégie de sécurité nationale, Trump a dit très clairement qu'il ne céderait pas l'Afrique à la Chine, que l'Amérique et ses alliés défieraient la Chine partout où ils le pourraient. Et la dernière zone concernée serait la Chine et le Japon. Je dirais donc qu'avec le temps, le conflit entre le Japon et la Chine ne fera qu'augmenter, car Trump doit exercer autant de pression que possible sur la Chine. Ensuite, il y aura cette réunion en avril. Je pense qu'il y a en réalité 4 réunions prévues pour 2026, donc Trump doit régler la question chinoise. La raison, c'est que l'objectif final, c'est l'Iran. Il doit résoudre le problème chinois avant de lancer une invasion à grande échelle de l'Iran. La Russie viendra défendre l'Iran. Trump ne pourra rien y faire. La carte maîtresse pour l'instant, c'est la Chine, ce que la Chine fera en réponse à une invasion de l'Iran. Donc l'objectif final, c'est l'Iran. La Chine est peut-être le dernier obstacle avant l'Iran. Mais je pense que si je devais parier, et je crois que cela en surprendrait plus d'un, la Chine et les États-Unis finiront par trouver un arrangement. Eh bien, je pense que tout le monde devrait garder un œil sur le mois d'avril alors. Et j'aime l'idée que si ces deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine, parviennent à un accord, d'autres éléments pourront s'emboîter. D'un autre côté, s'ils concluent un accord, cela pourrait aussi signifier que les États-Unis affirment leur domination dans leur voisinage proche. Les Arabes ont une belle expression, je crois. Quelque chose comme « quand les éléphants se battent, l'herbe est piétinée, mais quand les éléphants s'aiment, elle est aussi écrasée. » Donc vous voyez, oui, ils sont fichus de toute façon. C'est ça mon point. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Thank you.